Monsieur Paul Dubrul, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez cofondé évidemment la chaîne hôtelière Novotel est devenue Accor en 1963. Est-ce que vous imaginiez que cette entreprise allait devenir l'un des plus grands groupes hôteliers au monde? Non, bien évidemment. Mais il y avait quand même une ambition d'une grande chaîne. Parce que quand j'ai inauguré le premier Novotel à Lille, j'ai dans mon petit discours d'inauguration où je tremblais de devoir parler devant une assistance, il y avait le président de la chambre de commerce, bon voilà, c'est impressionnant. Et je dis, voilà, c'est le premier maillon d'une chaîne de 100 hôtels que nous allons réaliser. Et sourire amusé et poli de l'assistance et des édiles locaux, parce qu'en fait, c'est vrai que en France, la plus grande chaîne à l'époque avait 7 hôtels, qui était une filiale des wagons-lits d'ailleurs, qui s'appelait, je sais plus comment d'ailleurs. Bon, enfin, et il y avait 6 ou 7 hôtels, et moi je disais on va en faire 100. C'était du bluff, c'était une ambition. Non, c'était simplement que et mon modèle que j'avais étudié venait des États-Unis, et à l'époque Holiday Inn que j'avais beaucoup regardé, étudié, Holiday Inn avait déjà 200 ou 250 hôtels. Bon, bien sûr, c'était les États-Unis. Mais voilà. Un mot sur votre partenaire, Monsieur Pélisson, qui a évidemment Gérard Pélisson. Vrai. Je dirais que on disait ça chacun de nous. On disait sans lui, on n'aurait pas fait ça. Et Gérard Pélisson a été l'homme qui a mis un peu de sérieux dans mes fantasques. Donc, je veux dire, il me faisait redescendre un peu de mes idées, de mes utopies quelquefois, et lui mais il était, je dirais, un peu passionné par l'avenir, et il voulait. On avait plusieurs choses en commun. Il voulait voir grand. On voulait voir grand. En fait, on avait l'ambition de faire le premier groupe mondial d'hôtellerie. On n'y est pas arrivé. On a atteint être 4e à un moment, mais on n'a pas réussi. Et c'est un peu de ma faute d'ailleurs. Mais quand je me suis lancé en politique, j'ai un peu lâché un peu. Il m'en a voulu beaucoup d'ailleurs, parce que on était quand même bien parti peut-être pour y arriver. Mais il avait cette ambition, moi aussi, de faire grand. On ne cherchait pas à faire fortune. D'ailleurs, on avait qu'une participation très modeste du capital. On n'a jamais dépassé 2%. Alors, vous voyez. Mais en revanche, on avait une ambition pour l'entreprise et une ambition probablement pour notre ego, pareil, quoi. Qui allait à ça. Et de ce côté-là, on était très en phase. C'était quoi le secret de la réussite finalement? Passionné aussi par les relations humaines avec nos collaborateurs, surtout les collaborateurs, les directeurs d'hôtel. On attachait beaucoup plus d'importance aux directeurs d'hôtel qu'aux directeurs dans les sièges. Et quand il y avait un problème, on donnait raison aux directeurs du terrain et pas aux directeurs de siège, qu'on appelait les fils d'archevêque d'ailleurs. Le concept était révolutionnaire à l'époque finalement. Vous avez vraiment créé quelque chose de nouveau. Le concept était révolutionnaire je dirais pour la France. Vous savez, j'étais parti comme immigrant aux États-Unis parce que je me disais que en France on pouvait rien faire, tout était sclérosé, et donc j'étais parti comme immigrant. J'avais mis 2 ans à avoir ma carte verte, et quand je suis parti là-bas, et mon patron que j'ai aux États-Unis m'a dit non, je voulais faire des supermarchés. Et donc il m'a dit non, tu vas faire quelque chose dans l'hôtellerie. Donc j'ai dit bah oui. Et puis j'ai vu qu'aux États-Unis, la concurrence était féroce. Les gens en voulaient, Puis je me suis dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. En France, tout le monde roupille, donc c'est là que je dois aller, au contraire, et je retourne. Et donc je suis retourné en France, et c'est là où j'ai essayé de démarrer. Ça a été très très dur. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Gérard Pélisson, et ensemble, on a réussi finalement à percer, grâce aussi à mon père, qui finalement
lâché un peu de sa tirelire et pour financer le premier hôtel. Et mais une fois que l'on avait démarré, c'était devenu très facile. Vous voyez, je ferai la différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs ont les choix. Mais mon petit créateur d'entreprise, fais là, etc. Tout le monde est choyé. Mais comme tout le monde, la concurrence est très dure. À l'époque, les créateurs d'entreprise étaient des fadas. Donc, on a créé notre entreprise. Mais une fois qu'on a sorti les 2 premiers hôtels, on est rentré comme dans du beurre. Il y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Vous avez supprimé même la concurrence puisque et après avec les hôtels Mercure notamment. Oui, on a repris, on a tout repris d'ailleurs. Tous nos éventuels concurrents de l'époque, il y avait Crédit Hôtelier qui faisait concurrence avec Frantel, on l'a repris. Et il y avait les Rothschild avec c'était quoi déjà leur PLM, les hôtels PLM. UTA avec UTH, Sofitel avec Paribas, on a tout repris. Alors, vous avez été maire de Fontainebleau, vous avez été sénateur de Seine-et-Marne. Qu'avez-vous retenu de votre passage en politique? Que ça reste un bon souvenir ou... Passionnant. Passionnant. J'ai adoré j'ai beaucoup aimé la période des 9 ans que j'ai passé comme maire de Fontainebleau. J'aimais beaucoup. Mais j'ai pas été très bon, je dirais que j'ai pas été très bon dans la mesure où j'ai pas été un politique. Je suis arrivé là, j'avais déjà passé 60 ans et je n'avais pas vraiment l'expérience et je dis bon probablement une mairie se gère comme comme une entreprise. C'était pas faux, mais il y avait aussi un plus à faire, c'est qu'il fallait être encore beaucoup plus proche des électeurs. Et moi le dimanche j'avais aussi accord, je continuais à travailler, donc j'avais beaucoup de travail. Et le dimanche d'aller sur le marché serrer les mains, c'était pas mon truc. J'allais faire du vélo. J'allais pas sur le marché. Et je n'ai pas été proche des électeurs. Alors j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein de choses. Malheureusement, tous n'ont pas été, quand j'ai quitté, n'ont pas été mis en œuvre, malheureusement. Mais j'avais beaucoup d'excellents et de beaux projets. J'ai fait des réalisations. Mais en politique, c'est très curieux parce que le temps est court et il faut du temps long. Le temps long est quelque chose d'essentiel dans les affaires. Mais en politique, il doit encore être plus long et il est très court. Justement, est-ce qu'on peut concilier business et politique? Oui, c'est un peu c'est quand même un petit peu les mêmes façons. Si j'avais été aussi près des électeurs que j'ai été d'accords et des directeurs d'accords et autres, je pense que j'aurais été plus facilement réélu. Mais c'était peut-être ce manque de contact avec la population qui m'a coûté cette élection. Mais comme je le dis aussi, vous savez, on apprend plus de ces échecs. Et pour moi, cet échec a été assez douloureux parce que j'aimais beaucoup, j'y croyais et j'étais vexé d'avoir été responsable. Quand vous êtes vraiment responsable de l'échec qui vous arrive et que vous savez que vous auriez pu l'éviter, là vous n'êtes pas très heureux. Mais ça fait un coup à l'ego qui est pas mauvais et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, est-ce que vous continuez de suivre l'actualité politique? Comment vous jugez la situation actuelle? Je pense que la France aura bien du mal à s'en sortir tant qu'elle ne fera pas une révolution de ces institutions. La décentralisation, la vraie pas, celle qui a été faite par Defer et celle qui a été faite par François Hollande, ce sont pas des vraies décentralisations. Et le pouvoir doit revenir sur le terrain. Et pour avoir le pouvoir, il faut lever l'impôt. Tout ne passe pas par Bercy. Le drame de nos dirigeants, c'est que
ils suppriment, alors ils font venir, on supprime la taxe professionnelle, on supprime la taxe d'habitation, tout ça on enlève aux collectivités locales, on crée des structures. Bon, c'est local que ça doit, et ça doit remonter vers le pouvoir. Et Emmanuel Macron n'est pas bon. Pourtant il a eu des idées, des qualités, il aurait pu faire, mais vouloir tout diriger à partir de l'Élysée, c'est une faute. C'est une faute. Je veux dire, il fallait qu'il prenne un recul, qu'il se mette. Je n'ai pas du tout aimé Mitterrand, mais lui, il avait peut-être un peu ce talent de voir les choses d'un peu loin. Le surplomb. Oui, de prendre du temps et de laisser travailler ses premiers ministres. Est-ce que François Bayrou va réussir à faire cela? Je pense qu'il peut en avoir les capacités. Moi, j'aimais beaucoup Michel Barnier. Et j'espérais que ce soit lui qui puisse faire le job. Mais bon, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que Bayrou va y arriver? Mais ils sont dans un contexte extraordinairement difficile. Vous savez, je vis en Suisse et j'y ai fait mes études quand j'avais 20 ans, 25 ans. J'y suis retourné. Ce pays est un vrai pays démocratique. Tout passe par là. Vous devez repeindre les tramways. Il y a une votation pour savoir quelle est la couleur. Bah oui, après tout, les tramways, vous les voyez passer tous les jours. Autant que les gens soient contents de la couleur. Bah oui, il y a eu 51% qui ont dit qu'il fallait qu'ils soient rouges. Bah ils seront rouges. On doit changer l'avion. Les avions de combat pour l'armée suisse, votation. Et puis, bah oui, bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer ces avions? Est-ce que les drones, finalement, c'est pas plus mal? Alors, il y a des articles et des discussions et tout. Et puis, finalement, c'est voté. On doit doubler l'autoroute Genève-Lausanne. On va rajouter une voie. Ça fait 15 ans que l'on en discute, de savoir s'il faut rajouter cette voie, etc. Eh bien, il vient d'avoir une votation qui a décidé non. 50 et quelques pourcents quand même. Sérieusement, un non. Non. Aujourd'hui, la priorité n'est pas à l'automobile. On supprime. Mais il y a des embouteillages. Oui, mais non, mais on a dit non. La France a besoin d'un référendum? Pas comme ça. On n'est pas mûr. Un référendum qui nous dirait vous voulez plus d'argent ou moins d'argent? C'est pas un référendum, c'est quelque chose qui se travaille, qui doit savoir à qui on pose la question et comment, et c'est extrêmement difficile. Donc ça ne peut se faire que sur des sujets presque régaliens. Donc si vous voulez, donc vous pouvez à ce moment-là poser. De Gaulle l'avait fait en son temps. Oui, mais est-ce que vous poseriez la question, est-ce que l'on doit intervenir en Ukraine ou pas? Je sais pas. De Gaulle l'a fait, mais De Gaulle était De Gaulle. Et il est parti. Vous savez, De Gaulle était De Gaulle, et puis il est parti. Moi, ça me fait un peu penser quand j'ai toujours fait beaucoup de fautes d'orthographe, et puis on m'avait dit, à un moment, j'ai appris que Victor Hugo faisait des fautes d'orthographe. Alors un jour, on m'a accusé de faire des fautes d'orthographe. J'ai dit oui, mais Victor Hugo faisait des fautes d'orthographe. On m'a répondu oui, mais vous n'êtes pas Victor Hugo. Ben, l'affaire était en et je crois que De Gaulle, c'est difficile de prendre. Non, il faut que le pays soit structuré sur un long temps pour d'abord décentraliser, donner du pouvoir au terrain à travers les communes. On a 35 ou 36 000 communes. Je trouve que c'est très bien. Les maires, ce sont des gens qui se dévouent dans leur mairie. Ce sont les curés des temps modernes. Gardons nos 36 000 communes, que l'on ait des échelons bien entendu, mais à qui on donnera, par subsidiarité, on donnera du pouvoir. Qu'on donne du pouvoir au département pour un certain nombre d'attributs, mais qu'ils puissent lever l'impôt eux-mêmes. L'impôt, c'est eux qui lèvent l'impôt. Ils seront tributaires. Vous savez que en Suisse,
quand je paye mes impôts, c'est pas l'impôt fédéral qui compte, c'est l'impôt cantonal et communal. Quand j'ai payé l'impôt cantonal et communal, oui, mais l'impôt fédéral, oh ben ça représente une partie infime des impôts que je paye. L'impôt est cantonal, communal, et là, il y a une question. Chaque fois que je paye mes impôts, chaque année, je reçois une lettre du ministre des Finances du canton et République de Genève qui me remercie pour ma contribution parce qu'il dit vous êtes un des plus gros contributeurs du canton de Genève et je tiens à vous remercier et voilà comment nous allons utiliser votre argent. Priorité pour les écoles, nous allons mettre temps pour le transport mobile, etc., etc. Il y a un contact. Est-ce que j'ai reçu avec tous les impôts que j'ai payés quand j'étais en France? À un moment donné, Johnny Hallyday a dit c'est moi qui ai payé le porte-avions. Et moi j'ai répondu mais c'est moi j'ai payé toute la flotte. Je n'ai même jamais reçu une boîte de chocolat de Bercy, ni même une lettre. Donc voilà. Non, ça c'est pas faire. Le vélo, c'est votre grande passion? Vous avez fait un parcours extraordinaire entre Fontainebleau et le Cambodge. Oui, j'adore le vélo. Oui, j'adore le vélo parce que ça me permet de visiter le monde. Ça m'a permis. J'ai pédalé dans presque tous les pays du monde, enfin dans beaucoup. Et puis maintenant, je suis plus concentré sur la France et tous les périples que je connais bien, mais j'adore aller pédaler en Auvergne, dans l'Aubrac, dans l'Aveyron, dans le Cantal, toutes ces régions magnifiques. Et puis aussi là où j'habite, dans Savoie, Haute-Savoie. Oui, j'adore. Et puis j'ai une maison en Algarve, au Portugal, et je pédale beaucoup. Je pars en fin de semaine pour un mois en Algarve. Ma femme est portugaise, donc on passe un mois là-bas, et puis de temps en temps, on est un peu l'été. Voilà. C'est le secret de votre forme, de votre longévité, de votre dynamisme. Elle a rien d'exceptionnel, hein. Je n'ai que 90 ans, donc il faut essayer de poursuivre. Donc du vélo tous les jours? Presque, oui, sauf quand je suis ici. C'est pour ça que j'aime pas bien venir à Paris. Je veux pas faire du vélo. Le vin, c'est une autre passion, hein. Vous avez un vignoble dans le Luberon? J'ai un vignoble dans le Luberon, mais ça fait partie aussi de mes échecs, pour dire les choses clairement. Ça fait partie de mes échecs dans la mesure où je n'ai jamais réussi à rentabiliser l'affaire. J'ai réussi à faire un excellent vin. Je considère qu'il a atteint, grâce à des personnes de qualité qui m'ont beaucoup aidé à le développer, notamment un monsieur qui s'appelait Alain Graillot, il est malheureusement décédé, mais c'était un pape des Côtes-du-Rhône enfin de la vallée du Rhône essentiellement. Et donc il m'a beaucoup aidé et on fait maintenant un très bon vin, mais ça n'a jamais été du vin bio. J'ai fait aussi un chai magnifique avec Jean-Michel Villemotte, mais je vais vendre. Je vais arrêter parce que mes enfants ne se sont pas intéressés directement et comme c'est quelque chose qui est déficitaire, je veux pas leur laisser ça. Ça m'attriste un peu, mais bon, je crois qu'il faut savoir tourner la page. Et je garde la propriété non vinicole dans le Luberon. Mes héritiers peut-être un jour garderont ou vendront, mais en tout cas, on n'y touche pas tant que je suis vivant. Un mot sur votre l'école hôtelière au Cambodge? Ça, c'est une fierté pour vous? Ça signifie quoi, finalement? C'est une double fierté parce que elle est venue sur mes déboires à la mairie de Fontainebleau, mais c'était à la suite du jumelage que j'avais fait de Fontainebleau et d'Ancor. Jumelage qui se poursuit grâce à des bénévoles qui ont continué à prendre en main ce jumelage. Et puis l'école qui marche très bien et j'ai une fierté aussi parce que c'est ma fille Éléonore qui me succède à la présidence de l'ONG et qui va prendre aussi la suite à la fondation que j'ai créée en Suisse pour financer cette école. Voilà. Donc elle marche bien. On sort à peu près, je dirais,
150, 200, voire à un moment donné 300 élèves, et 92-93% trouvent un job. Donc, Quand vous vous retournez sur votre vie et sur votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? J'essaye de pas trop me retourner, de regarder dans le rétroviseur, sauf que quand même, effectivement, comme mon père disait toujours modeste et fier de l'être. Et moi, je dirais que ce côté modeste n'a pas été ma qualité principale. Donc, je suis plutôt pas mécontent de certaines choses. Celles que j'ai ratées, j'en parle peu. Et celles que j'ai réussies, j'aime bien qu'on m'en parle. Comme ça, mon ego se trouve satisfait. Et je dirais, mon ego, comme disait ma sœur, qui m'appelle tout à l'ego, est surdimensionné. Votre devise, c'est toujours voir le possible dans l'impossible. C'est ça, oui, hein, ça résume bien oui, votre personnalité. C'est formidable. Vous savez, regardez, ce voyage que j'ai fait, que j'ai dit, je pars, je vais traverser tous ces pays, c'est impossible. Vous ne pouvez pas traverser. Je ne pouvais pas traverser le Tibet. Et je voulais traverser le Tibet. Et c'était impossible. C'était impossible. J'ai dû faire de temps en temps, il y avait des troubles en Afghanistan, j'ai passé par le Kyrgyzstan, mais aujourd'hui, j'ai traversé le Kazakhstan, j'ai traversé l'Ukraine, j'ai traversé le Kazakhstan, j'ai traversé le sud de la Russie, j'ai traversé le Kyrgyzstan. Et tous ces pays aujourd'hui seraient impossibles à traverser. Il a fallu un moment, et on dit oui, mais il faudrait attendre que je ne sois plus, j'ai trop de travail j'étais encore sénateur, etc. Je dis bon, il faut y aller maintenant, sinon j'irai jamais. J'ai 62 ans, non, j'avais 60, qu'est-ce que j'avais? 68 ans. 67, 68, oui. 68 ans. J'ai 68 ans, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et donc, vous voyez, il y a des moments, il faut y aller. Et donc c'était quasiment presque impossible. Ben voilà, vous l'avez fait. J'ai poussé. Mais j'avais comme idée, vous savez, on a parfois des trucs un peu gamins, mais pour moi c'était Phileas Fogg. Il brûlait son bateau pour pouvoir réussir. Et j'avais dit, je le ferais en 8 mois. Et donc, il fallait absolument que je le fasse en 8 mois, en tout cas déjà que je le fasse, et en tout cas en 8 mois. Et j'avais toujours. Et à un moment donné, la voiture qui est tombée en panne, et il fallait continuer à avancer. Et puis c'était compliqué, c'était Toyota, on avait l'arbre transmission était pété, machin, tout, etc. Alors j'ai dit bon bah on loue un camion. On louait un camion, une corde, il tirera, et je veux pas savoir, on continue. Et puis alors, avait un téléphone satellitaire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et puis on me dit que il y a une crise en ce moment et que les actions sont tombées, etc. Et alors j'ai dit à mon gendre qui était sur place, tu vends mes voitures de collection, tu vends, je veux pas entendre parler, je paye, je machin. Je pensais à Phileas Fogg qui avait brûlé son bateau. Et ben moi j'ai dit je brûlerai, j'irai jusqu'au bout. Et voilà, c'était pour moi, il n'y a pas. À un moment donné, c'était pas cette fois-là, mais je grimpais le liseran et puis d'un coup j'ai un truc là, au cœur. Je me dis oh là là, et puis j'étais en train de chronométrer pour essayer de battre mon record de la montée de l'Iseran. Et puis je dis marche ou crève, je vais quand même pas m'arrêter, je suis en train de gagner, et j'ai continué, c'était une fausse alerte. Donc, mais je crois que, et c'était idiot, enfin bon, mais je crois qu'il faut de temps en temps, quand on veut, il faut savoir... il faut un peu de folie. Voilà. Mais et j'avais une phrase qui m'est restée, que je trouve superbe. La sagesse sans un grain de folie n'est que pure folie. Excellent. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune entrepreneur aujourd'hui qui souhaiterait se lancer, lequel serait-il? Je veux dire d'avoir
effectivement ce grain de folie, mais je reprendrai cette phrase du champion de golf à qui on disait que il devait avoir beaucoup de chance pour réussir et qui avait répondu: oui, mais j'ai beaucoup de chance, je suis d'accord, mais plus on travaille, plus on a de la chance. J'ai remarqué que plus je travaillais, plus j'avais de la chance. Et en fait, j'ai remarqué que dans les échecs que j'ai eus, c'est parce que je n'ai pas travaillé. Mon père, quand j'ai voulu démarrer avec ce premier Novotel, il m'a poussé dans mes retranchements, mais à fond, à mort, et je lui en voulais énormément. Et j'ai eu 3 années de galère épouvantable, et je pense que s'il ne m'avait pas fait ça, je pense que j'aurais raté. Il faut travailler, 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 et j'espérais, moi, que ça marche tout seul, comme ça, vous voyez, parce que j'avais une idée. Une idée, ça vaut rien. C'est la mise en œuvre qui compte de l'idée. Vous êtes l'une des plus grandes fortunes de France? Non. Non. Toute petite, je dis, j'ai 1% du capital d'Accor. Alors, vous voyez, vous pouvez faire... Est-ce que l'argent fait le bonheur, finalement? Non. Oui et non. C'est-à-dire que quand vous en avez un minimum, vous aimez quand même avoir un peu plus. Mais il y a un moment donné, ça n'a plus de sens. Moi, aujourd'hui, je dirais que si j'ai 10 millions de plus, ou 20 millions de plus, ou 50 millions de plus, qu'est-ce que ça va changer à mon existence? Rien. Alors maintenant, je pense à mes enfants. Et mes enfants, ils auront déjà quelque chose, et c'est surtout ce qu'ils sont capables de faire, et ils sont capables, et ils le font. Donc, je veux dire, je crains que l'argent a des côtés pervers. J'en discute avec mon frère qui est au Brésil et qui a aussi qui a bien réussi dans ses affaires, et il dit: j'ai donné de l'argent à mes enfants, mais est-ce que j'ai bien fait? Je dis: oui, on leur a donné, on a bien fait, mais est-ce que on leur a pas donné suffisamment la volonté, la ténacité de se battre? L'argent, à un moment donné, l'argent a des côtés pervers, c'est évident. Peut-être qu'à ces enfants, il faut passer plus de temps que de leur donner de l'argent. Aujourd'hui, je dis: tiens, je vais leur donner de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et curieusement, mes enfants ne sont pas attachés. Ils ne sont pas attachés. Ils ne cherchent pas. Papa, on n'en a pas besoin. Mais je me suis battu pour faire un peu d'argent. Ils me disent: papa, on n'en a pas besoin. C'est comme